20 septembre 1941, 23 000 pieds au-dessus de la côte basque de France, le chef d'escadron Rupert Clark tenait fermement la colonne de commande de son de Havilland Mosquito, tandis que 3 Messerschmitt 109 montaient désespérément vers lui dans l'air cristallin du matin. Les pilotes allemands, vétérans de 2 années de combat continus, s'attendaient à une victoire facile. L'avion bimoteur au-dessus d'eux semblait être un avion de reconnaissance, probablement un lent Bristol Blenheim, ou peut-être un chasseur égaré. De toute façon, c'était une proie pour leurs canons. Ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils n'auraient jamais pu imaginer, c'est qu'ils poursuivaient l'avenir de la guerre aérienne, une machine qui les forcerait à remettre en question tout ce qu'ils croyaient savoir sur la vitesse, sur l'interception, sur la possibilité même d'arrêter un avion ennemi. Clark observa les 109 dans son rétroviseur. Ils montaient en dur, les moteurs hurlant à puissance maximale, réduisant lentement la distance. Trop lentement. Quand ils atteignirent 23 000 pieds et s'alignèrent pour leur attaque, Clark poussa simplement les manettes des gaz vers l'avant. Les 2 moteurs Rolls-Royce Merlin réagirent avec une montée de puissance régulière. Le Mosquito accéléra sans effort et s'éloigna des chasseurs allemands comme s'ils étaient immobiles. Les pilotes des 109 regardaient avec incrédulité leur cible simplement disparaître au loin. Ils volaient dans le meilleur chasseur de la Luftwaffe. Ils avaient de l'expérience, ils avaient l'avantage d'altitude et ils ne pouvaient même pas se rapprocher à portée de tir. Ce matin-là, la Luftwaffe apprit une vérité qui les hanterait pour le reste de la guerre. Il y avait un avion dans le ciel qu'ils ne pouvaient pas rattraper. Le 20 septembre 1941 marqua le premier vol opérationnel du de Havilland Mosquito, et ce ne serait pas la dernière fois que les pilotes allemands regarderaient impuissants la merveille de bois s'envoler hors de leur portée. Ceci est l'histoire de comment une machine construite en contreplaqué et bois de balsa, rejetée par les experts comme obsolète avant même qu'elle ne vole, devint l'avion que le chef de la Luftwaffe lui-même admit lui faire envie. Ceci, c'est l'histoire du jour où la Luftwaffe rencontra le Mosquito et réalisa qu'il ne pouvait pas le rattraper. Le Mosquito est né du désespoir et rejeté par la tradition. En septembre 1939, alors que les forces allemandes traversaient la Pologne et l'Europe préparées à la guerre, Geoffrey de Havilland, le fondateur âgé de 57 ans de la de Havilland Aircraft Company, était assis dans son bureau à l'aérodrome de Hatfield avec une idée qui semblait complètement folle. Il voulait construire un bombardier sans canon défensif. En 1939, c'était une hérésie de l'aviation. Toute la philosophie de la conception des bombardiers était centrée sur la puissance de feu défensive. Le Boeing B-17 était hérissé de mitrailleuses. Le Short Sterling portait des tourelles avant et arrière. La sagesse acceptée était simple. Les bombardiers avaient besoin de canons pour se frayer un chemin jusqu'à la cible et revenir. De Havilland proposa exactement le contraire, construire un bombardier si rapide que les chasseurs ne pourraient pas le rattraper, le fabriquer en bois, un matériau non stratégique qui ne concurrencerait pas la production d'aluminium pour les chasseurs, utiliser le poids économisé des canons, des mitrailleurs, des munitions et des tourelles pour transporter des bombes et du carburant. Le garder petit, le garder rapide, et laisser la vitesse être la seule défense. Il écrivit au maréchal de l'air, Sir Wilfrid Freeman, le 20 septembre 1939, exposant son concept pour un bombardier rapide et désarmé, construit à partir de matériaux non stratégiques qui pouvaient voler plus vite que les chasseurs actuellement en service. La proposition atterrit sur les bureaux du ministère de l'Air, où elle fut promptement rejetée par presque tous ceux qui la lurent. Le maréchal en chef de l'air, Sir Hugh Dowding, l'appela un pari. Le directeur du développement technique dit que c'était fondamentalement peu sain. Les pilotes d'essai dirent qu'aucun bombardier ne pouvait surpasser un chasseur. Les experts en production dirent que les avions en bois étaient obsolètes. Même au sein de la propre compagnie de Havilland, certains ingénieurs pensaient que leur patron avait perdu l'esprit. Mais Freeman y croyait. Contre l'avis de presque tous les experts du ministère de l'Air, il poussa le projet en avant. En décembre 1939, le ministère de l'Air approuva à contre-cœur un contrat pour 50 avions. Ils l'ont fait avec peu d'enthousiasme et un scepticisme considérable. Ce qui émergea de ce contrat était quelque chose qui changerait la guerre aérienne à jamais.
La conception qui prit forme sur les planches à dessin de Havilland était révolutionnaire dans sa simplicité et radicale dans son exécution. Le fuselage serait une coque monocoque de contreplaqué de bouleau sur un noyau de bois de balsa collé et vissé ensemble comme un meuble fin. Les ailes utiliseraient des longerons d'épicéa avec des pots en contreplaqué. Pas de rivets, pas de tôle. Pas de construction d'avion conventionnel du tout. Le prototype désigné Babue 4050 a été construit dans le plus grand secret à Salisbury Hall, une petite maison de campagne près de Hatfield. L'avion jaune vif a décollé pour la première fois le 25 novembre 1940 avec Geoffrey de Havilland Jr. aux commandes. Le décollage était direct, la maniabilité était agréable, et quand ils l'ont poussé pour voir ce qu'il pouvait faire, les résultats ont dépassé même les attentes du concepteur. Le 16 janvier 1941, lors des essais de performance à RAF Boscombe Down, Babue 4050 atteignit 388 milles à l'heure à 22 000 pieds. Un Spitfire Mark II, testé le même jour, atteignit 360 milles à l'heure à 19 500 pieds. Le bombardier en bois était plus rapide que le chasseur de première ligne de la RAF. Des tests supplémentaires ont poussé le prototype à 392 milles à l'heure, et avec des perfectionnements, il irait encore plus vite. Les pilotes d'essai qui l'ont piloté sont revenus avec le même rapport. C'était extraordinairement agréable à piloter. Les commandes étaient légères et réactives. La visibilité était excellente. Les deux moteurs Merlin fournissaient une puissance régulière et fiable. Ils montaient bien. Il plongeait magnifiquement et il était rapide, très rapide. Le ministère de l'Air, face à la réalité des données de performance réelles, inversa son scepticisme. Le 21 juin 1941, ils autorisèrent la production de masse. La commande prévoyait 19 modèles de reconnaissance photographique et 176 chasseurs. En janvier 1942, des contrats avaient été attribués pour 1780 Mosquito de toutes variantes. Le pari auquel presque personne ne croyait était devenu l'un des programmes d'avions les plus importants de la RAF. Mais les commandes et les contrats ne signifiaient rien jusqu'à ce que le Mosquito se prouve au combat. Cette preuve viendrait graduellement, mission après mission, alors que les pilotes allemands découvraient que tout ce qu'ils croyaient savoir sur l'interception était inutile contre ce nouvel avion britannique. Les premiers Mosquito de reconnaissance photographique entrèrent en service avec l'unité de reconnaissance photographique numéro 1 à RAF Benson en juillet 1941. Ces avions ne transportèrent pas de bombes ni de canons, juste des caméras et du carburant. Leur défense était l'altitude et la vitesse, rien d'autre. L'encounter du chef d'escadron Clark le 20 septembre établit le modèle pour ce qui suivrait. Les chasseurs allemands détecteraient la Squirter, le Mosquito. Ils monteraient pour l'intercepter. Ils le regarderaient à s'envoler. En octobre 1941, 3 Mosquitos ont été détachés à RAF Wick, en Écosse, pour effectuer des vols de reconnaissance au-dessus de la Norvège. Les missions étaient de passer des pénétrations profondes dans l'espace aérien fortement défendu. Les avions volaient seuls, sans escorte, sans soutien. Ils s'appuyaient entièrement sur leur performance pour survivre, et ils l'ont fait. Vol après vol, les Mosquitos revenaient avec des photographies des installations allemandes, des mouvements de navires et des défenses côtières. La Luftwaffe envoya des chasseurs. Les batteries de flak ouvrirent le feu. Les Mosquitos photographièrent leurs cibles et rentrèrent à la maison. Au début de 1942, les services de renseignement allemands compilaient des rapports sur un nouvel avion britannique qui semblait impossible à intercepter. Rapide, volant haut, construction en bois qui le rendait difficile à suivre au radar. Les rapports étaient cohérents et troublants. Les chasseurs ne pouvaient pas le rattraper. En février 1942, les variantes bombardiers commencèrent les opérations. L'escadron numéro 105 prit livraison des premiers Mosquito B Mark IV et commença immédiatement à expérimenter les bombardements de précision à basse altitude. Le concept était révolutionnaire. Au lieu des bombardements de zone à haute altitude, les Mosquitos iraient bas et rapides, frappant des cibles spécifiques avec une précision incroyable. Le 31 mai 1942,
4 Mosquitos de l'escadron 105 exécutèrent la première mission de bombardement opérationnel, un raid diurne sur Cologne. Ils volèrent à 50 pieds à travers la mer du Nord, montèrent à 1500 pieds au-dessus de la cible, larguèrent leurs bombes avec précision et rentrèrent à la maison. Les 4 avions revinrent. Le succès mena à des opérations plus ambitieuses. Tout au long de l'été et de l'automne 1942, les escadrons Mosquito menèrent des raids de précision à travers l'Europe occupée. Ils frappèrent des usines, des chemins de fer, des centrales électriques et des quartiers généraux de la Gestapo. Ils volèrent en plein jour quand le temps le permettait. Ils volèrent seuls ou en petite formation et leur taux de perte était remarquablement bas. Mais c'était une mission le 30 janvier 1943 qui démontrerait les capacités du Mosquito de la manière la plus publique et humiliante possible pour la Luftwaffe. Le 30 janvier 1943 marqua le 10e anniversaire de l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler. Le parti nazi prévoyait une journée de célébration dans tout le Reich. À Berlin, des rassemblements massifs ont été organisés. Le Reichsmarschall Hermann Göring, commandant de la Luftwaffe, était prévu pour prononcer un discours majeur à 11h du matin, à être diffusé en direct dans toute l'Allemagne, depuis la maison Rundfunk, le siège de la société de radiodiffusion d'État allemande. Plus tard cet après-midi, le ministre de la Propagande, Joseph Goebbels, s'adresserait à des milliers de personnes au Sportpalast de Schöneberg, la plus grande arène intérieure de Berlin. Les 2 discours seraient diffusés en direct pour remonter le moral allemand pendant ce qui devenait une guerre de plus en plus difficile. Les services de renseignement britanniques savaient tout cela et ils avaient une idée. Précisément à 11h du matin, alors que Göring se préparait à parler, 3 Mosquitos de l'escadron 105 hurlèrent au-dessus de Berlin en plein jour. À 25 000 pieds, ils émergèrent des nuages dans le soleil brillant directement au-dessus de la capitale allemande. Les sirènes d'alerte aérienne hurlèrent. Les batteries anti-aériennes ouvrirent le feu et le son des moteurs Merlin et des bombes de 500 livres explosant résonna à travers la ville. Les ingénieurs radio faisaient face à un choix impossible. Ils pouvaient diffuser le son des bombardiers britanniques attaquant Berlin, ou ils pouvaient couper la transmission. Ils l'ont coupée. Les auditeurs allemands entendirent des sirènes d'alerte aérienne, puis le silence, puis de la musique classique crachotante. Il fallut plus d'1 heure avant qu'un Göring furieux puisse enfin prononcer son discours. L'humiliation était complète. 3 heures plus tard, précisément à 16h, 3 autres Mosquitos de l'escadron 139 apparurent au-dessus de Berlin, alors que Goebbels se préparait à parler au Sportpalast. Cette fois, les défenses antiaériennes étaient en alerte maximale. Le flak était intense, les chasseurs décollaient. Un Mosquito piloté par le chef d'escadron D.F.W. Darling et l'officier de vol Wright a été abattu, mais la mission a réussi. Des bombardiers britanniques avaient attaqué Berlin 2 fois en un jour en plein jour, au moment choisi pour causer le maximum de dégâts à la propagande, et il n'y avait rien que la Luftwaffe puisse faire pour les arrêter. Göring était hors de lui de rage. Des années auparavant, il avait publiquement promis au peuple allemand qu'aucun avion ennemi ne survolerait jamais le Reich. Il avait même dit que si des bombardiers ennemis atteignaient l'Allemagne, il pouvait l'appeler Meyer, utilisant un nom juif comme insulte. Maintenant, des avions britanniques avaient frappé Berlin 2 fois en un jour pendant la célébration nazie la plus importante de l'année. Les 6 Mosquitos qui ont attaqué ce matin-là étaient tous revenus en toute sécurité. Des 6 du raid de l'après-midi, 5 sont rentrés à la maison. La Luftwaffe avait envoyé des chasseurs. Ils avaient tiré des milliers de coups de munitions antiaériennes et ils avaient abattu un avion sur 12. Le désastre de propagande correspondait à la réalité opérationnelle. La Luftwaffe ne pouvait pas défendre Berlin en plein jour contre les Mosquitos. En mars 1943, profondément dans son pavillon de chasse à Karinhal dans la forêt de Schorfheide, Göring convoqua les chefs techniques de l'industrie aéronautique allemande. La réunion dura 6 heures. Les sténographes enregistrèrent chaque parole. À un moment donné, Göring se tourna pour faire face au professeur Willy Messerschmitt et prononça ce qui devint l'une des citations les plus célèbres de la guerre. « Cela me rend furieux quand je vois le Mosquito. Je deviens vert et jaune d'envie. » Les Britanniques
qui peuvent permettre l'aluminium mieux que nous, assemblent un bel avion en bois que chaque fabrique de piano là-bas construit, et ils lui donnent une vitesse qu'ils ont maintenant augmentée à nouveau. Qu'en fais-tu? Il n'y a rien que les Britanniques n'aient pas. Ils ont les génies et nous avons les imbéciles. La citation se propagea dans toute la Luftwaffe. Les pilotes la répétaient en plaisantant amèrement. Les officiers du renseignement l'incluaient dans les rapports. Le chef de la force aérienne allemande avait publiquement admis que l'ennemi avait construit un avion supérieur, et l'Allemagne n'avait pas de réponse. Mais l'admission, aussi honnête qu'elle soit, n'expliquait pas pourquoi le Mosquito était si difficile à intercepter. Comprendre cela nécessite de comprendre les mathématiques de la poursuite. Quand un chasseur tente d'intercepter un bombardier, plusieurs facteurs déterminent le succès ou l'échec. Le chasseur doit être vecteur vers la localisation de la cible. Il doit avoir un avantage d'altitude suffisant, ou doit monter à l'altitude du bombardier. Il doit réduire la distance et il doit maintenir cette réduction assez longtemps pour se rapprocher à portée de tir. Chaque seconde compte. Chaque mille à l'heure de différence de vitesse compte. Contre un bombardier volant à 200 milles à l'heure, un chasseur volant à 350 milles à l'heure a amplement le temps d'intercepter. L'avantage de vitesse de 150 milles à l'heure signifie que le chasseur se rapproche à 220 pieds par seconde. À 5 milles de distance, l'interception prend environ 2 minutes. C'est gérable. Contre un Mosquito croisant à 300 milles à l'heure à 25 000 pieds, le même chasseur volant à 350 milles à l'heure se rapproche à seulement 73 pieds par seconde. À 5 milles de distance, l'interception prend plus de 6 minutes, et cela suppose que le chasseur est déjà à l'altitude, déjà en position, déjà sur un cap d'interception. Si le Mosquito détecte le chasseur et augmente la vitesse à 350 milles à l'heure, le taux de rapprochement tombe à 0. Le chasseur ne peut pas rattraper. Il ne peut que maintenir la distance. Si le Mosquito va à puissance maximale et atteint 380 milles à l'heure, il s'éloigne. Les mathématiques deviennent impossibles. Le chasseur tombe en arrière à 44 pieds par seconde. En 2 minutes, le Mosquito est à 1,5 miles plus loin. La poursuite est terminée avant qu'elle ne commence. Cette réalité frustra les pilotes allemands au-delà de toute mesure. L'Oberleutnant Joseph Priller, commandant de Jagdgeschwader 26, l'une des unités de chasseurs d'élite de la Luftwaffe, rencontra des Mosquitos à plusieurs reprises tout au long de 1942 et 1943. Ces rapports de combat reflétaient une frustration croissante. Contact visuel établi à 7000 mètres. Tentative d'interception. La cible a augmenté la vitesse, impossible de se rapprocher. La cible a disparu dans les nuages. Une autre mission. Contact radar signalé, cible rapide, décollé à montée maximale. Altitude atteinte, pas de contact. La cible avait déjà passé à nouveau. Avion de reconnaissance détecté au-dessus de la côte. Poursuivi à plein régime, la cible a maintenu la distance, carburant faible, arrêt de la poursuite. Le modèle s'est répété dans chaque unité de chasseurs de la Luftwaffe sur le front occidental. Les rapports remplissaient les classeurs. Les conclusions étaient toujours les mêmes. Impossible d'intercepter. La cible est trop rapide. Contact perdu. Retour à la base. Mais la vitesse seule n'explique pas le succès du Mosquito. L'avion avait un autre avantage qui rendait les pilotes de chasse allemands fous. Ils pouvaient opérer à des altitudes où les chasseurs allemands peinaient. Le moteur Rolls-Royce Merlin qui propulsait le Mosquito utilisait un compresseur à 2 étages et 2 vitesses. Ce système comprimait l'air d'admission en 2 étapes, permettant au moteur de maintenir la puissance au niveau de la mer à des altitudes où l'air était raréfié. Un Mosquito Mark IV pouvait croiser à 27 000 pieds avec toute la puissance disponible. Un Messerschmitt 109 à 27 000 pieds peinait. Le moteur manquait d'air. Les performances se dégradaient considérablement. Le taux de montée chutait. L'accélération souffrait. La vitesse maximale baissait. Même si un pilote de 109 réussissait à se positionner pour une attaque, son avion fonctionnait à la limite de son enveloppe de performance. Tandis que le Mosquito volait confortablement bien dans ses capacités, le Focke-Wulf 190, introduit en 1941 comme réponse allemande au Spitfire, était encore pire en altitude. Le moteur radial BMW 801 utilisait un compresseur à un seul étage optimisé pour les performances à basse et moyenne altitude.
À 27 000 pieds, un Focke-Wulf 190A était pratiquement sans défense. Le moteur produisait peut-être 60% de sa puissance nominale. L'avion se traînait, les commandes semblaient être molles. Tout Mosquito volant au-dessus de 25 000 pieds était effectivement immunisé contre les 190. La Luftwaffe le savait. Ils tentèrent ces diverses solutions. Ils développèrent des variantes à haute altitude du 109 avec des cabines pressurisées et des compresseurs améliorés. Ils expérimentèrent des systèmes d'injection d'oxyde nitreux GM1 pour augmenter la puissance en altitude. Ils créèrent des unités d'interception spécialisées à haute altitude équipées du meilleur équipement disponible. Tous ces efforts eurent un succès marginal au mieux. Les variantes spécialisées ont été produites en très petit nombre. Les modifications étaient assez complexes et peu fiables. Les unités d'interception dédiées remportèrent des victoires occasionnelles, mais ne purent pas arrêter le flux régulier des opérations Mosquito. Pendant ce temps, la RAF continua à améliorer le Mosquito. La variante bombardier Mark IX, introduite en 1943, utilisait des moteurs Merlin 72 ou 73 plus puissants. La vitesse maximale augmenta à 408 000 saleurs. Le plafond de service atteignit 37 000 pieds. La variante de reconnaissance Mark XVI avec moteur Merlin 72 ou 76 pouvait croiser à 415 000 à l'heure à 30 000 pieds. À ces vitesses et altitudes, l'interception n'était pas difficile, c'était presque impossible. Les pilotes de chasse allemands développèrent un respect réticent, frisant l'obsession pour l'avion britannique. Les documents capturés de la Luftwaffe révélèrent la profondeur de leur frustration. Une évaluation tactique de Jagdgeschwader 2, datée d'août 1943, était brutalement honnête. Les variantes de reconnaissance et bombardiers Mosquito présentent le problème d'interception le plus difficile dans les opérations actuelles. La vitesse et la capacité d'altitude dépassent les performances des chasseurs au-dessus de 7000 mètres. La détection radar fournit un temps d'avertissement insuffisant. La détection visuelle se produit souvent après que la cible est passée. La poursuite est généralement infructueuse. Les seules opportunités d'interception efficaces se produisent quand les mosquitos sont détectés lors de l'approche à basse altitude ou quand la météo les force en dessous de la hauteur de fonctionnement optimale. Ces opportunités sont rares. Le rapport recommandait d'assigner les nouveaux chasseurs aux pilotes les plus expérimentés et aux meilleurs contrôleurs radar pour l'interception Mosquito. Il reconnaissait que même avec ces avantages, le succès serait limité. Mais si la vitesse et l'altitude rendaient le Mosquito difficile à intercepter, sa polyvalence le rendait impossible à contrer systématiquement. L'avion n'a pas été conçu pour un seul rôle, il pouvait tout faire. Les variantes bombardiers transportaient jusqu'à 4000 livres de bombes, la même charge qu'un Boeing B-17 Flying Fortress, dans un avion d'une fraction de la taille. Les variantes chasseurs montaient 4 canons Hispano de 20 mm et 4 mitrailleuses Browning de calibre 50 dans le nez, créant une puissance de feu dévastatrice. Les variantes chasseurs de nuit portaient un radar, les transformant en chasseurs mortels des bombardiers allemands. Les variantes chasseurs-bombardiers combinaient bombes et canons pour l'attaque au sol de précision. Les variantes de reconnaissance portaient plusieurs caméras pour la reconnaissance photographique à haute altitude. Les variantes du Coastal Command portaient des grenades sous-marines et des roquettes pour la guerre anti-sous-marine. La Luftwaffe ne pouvait pas prédire ce qu'un Mosquito ferait ou où il apparaîtrait. Il pourrait photographier Berlin à 35 000 pieds le matin et bombarder une usine à Hambourg à 100 pieds cet après-midi. Il pouvait marquer les cibles pour les raids de bombardiers lourds, intercepter les chasseurs de nuit allemands, attaquer les navires dans les fjords norvégiens ou larguer des équipes d'opérations spéciales derrière les lignes ennemies. À la fin de 1943, un nouveau rôle émergea qui deviendrait l'une des missions les plus célèbres du Mosquito. La Pathfinder Force, une unité RAF d'élite responsable du marquage des cibles pour les raids de bombardement nocturnes, commença à utiliser les Mosquitos largement. La vitesse de l'avion lui permettait d'atteindre les cibles avant le flux principal de bombardiers. Sa précision lui permettait de marquer les cibles avec précision.
Sa survivabilité signifiait que les équipages de Pathfinder avaient une meilleure chance de compléter plusieurs missions. En 1944, les Moustiques dirigeaient ainsi presque chaque grand raid de bombardement de la RAF Knight sur l'Allemagne. Ils arriveraient en premier, identifieraient tôt la cible, lâcheraient des fusées éclairantes de couleurs et guideraient les bombardiers lourds vers la cible. Les chasseurs de nuit allemands ont essayé désespérément d'abattre les Pathfinders, sachant que sans marquage précis, les flux de bombardiers seraient beaucoup moins efficaces. Mais attraper une moustique la nuit, pilotée par un équipage expérimenté, était extraordinairement difficile. La construction en bois de l'aéronef produisait une signature radar plus petite que les aéronefs en métal. Sa vitesse lui permettait de surpasser la plupart des chasseurs de nuit et sa maniabilité, excellente pour un aéronef bimoteur, lui permettait d'éviter les attaques qui auraient détruit un Lancaster ou un Halifax. Les statistiques étaient remarquables. À la fin de la guerre, les bombardiers Moustiques auraient pour le taux de perte le plus bas de tous les types d'aéronefs du Bomber Command de la RAF. Moins d'1% des sorties ont entraîné la perte d'aéronefs. À titre de comparaison, les bombardiers Lancaster ont perdu plus de 3% des sorties. Les bombardiers Halifax ont perdu plus de 3,5%. La combinaison de vitesse, d'altitude et de construction en bois de la Moustique la rendait près de 3 fois plus survivable que les bombardiers lourds. Mais peut-être que la mission qui a le mieux démontré les capacités uniques de la Moustique s'est déroulée le 18 février 1944. La cible était la prison d'Amiens, dans le nord de la France. La mission deviendrait connue sous le nom d'Opération Jéricho et elle mettrait en avant tout ce que la Moustique pouvait faire. Au début de 1944, l'offensive hivernale de la Gestapo contre la résistance française avait rempli la prison d'Amiens de centaines de combattants de la résistance et de prisonniers politiques. Le renseignement britannique a appris que des exécutions de masse étaient prévues. Parmi les prisonniers prévus pour mourir se trouvaient des chefs de la résistance clés, dont la connaissance des plans d'invasion alliés les rendait des risques de sécurité. La décision a été prise de tenter un sauvetage par bombardement aérien. Le plan était audacieux au point de l'être insensé. 19 bombardiers chasseurs moustiques voleraient vers Amiens en plein jour. Ils s'approcheraient à très basse altitude pour éviter la détection radar. Ils monteraient à l'altitude de bombardement au dernier moment. Et ils lâcheraient des bombes avec une précision chirurgicale pour brécher les murs de la prison sans détruire la prison elle-même. La première vague brécherait les murs extérieurs. La deuxième vague détruirait les casernes des gardes. Une troisième vague se tiendrait prête au cas où des frappes supplémentaires seraient nécessaires. Si exécutés parfaitement, les prisonniers auraient des minutes pour s'échapper avant que les troupes allemandes ne puissent réagir. Si exécutés imparfaitement, des centaines de prisonniers mourraient sous les bombes britanniques. La mission a été assignée à l'aile 140 de la 2e force aérienne tactique. 18 bombardiers chasseurs moustiques Mark VI, chacun portant 2 bombes de 500 livres avec des fusées à retardement, feraient l'attaque. 6 aéronefs du escadron 487 de la gendarmerie aérienne royale de la Nouvelle-Zélande, commandés par le commandant d'aile Irving Smith. 6 du escadron 464 de la gendarmerie aérienne royale australienne, commandé par le commandant d'aile Bob Ayardale. 6 du escadron 21 de la gendarmerie aérienne royale, commandé par le commandant d'aile Ivadale, tenus en réserve. Une 19e moustique de l'unité de production cinématographique de la gendarmerie aérienne royale australienne accompagnerait le raid avec des caméras pour documenter les résultats. Dirigeant l'ensemble de l'opération était le capitaine de groupe Percy Charles Pickard, l'un des pilotes les plus célèbres de la RAF. À 28 ans, Pickard tenait l'ordre du service distingué avec 2 barres et la croix de vol distinguée. Il avait piloté des Wellington au début de la guerre. Il avait survécu à être abattu et à s'être échoué dans la mer du Nord. Il était devenu le visage public du Bomber Command de la RAF grâce à son apparition dans le film de propagande Target for Tonight. Il était le choix idéal pour diriger la mission de bombardement de précision la plus difficile de la guerre. Le matin du 18 février, le temps était abominable. La neige couvrait une grande partie de l'Angleterre et du nord de la France. La visibilité était mauvaise, les vents étaient forts. Les prévisions annonçaient des conditions marginales au mieux, mais le renseignement indiquait que les exécutions pourraient se produire à tout moment.
La mission ne pouvait pas être retardée. À 11 h du matin, les moustiques ont décollé de la RAF Hendon dans le Hertfordshire. 4 aéronefs se sont séparés dans le mauvais temps et sont retournés à la base. Un a souffert de problèmes moteurs et a fait demi-tour. Cela a laissé 13 moustiques pour faire l'attaque. 9 dans les 2 premières vagues, 4 en réserve. La formation a volé à hauteur de vague à travers la Manche, naviguant par estime dans un temps qui rendait la navigation visuelle presque impossible. Alors qu'ils s'approchèrent de la côte française près de Tocqueville, les conditions ont commencé à s'éclaircir. Les moustiques ont grimpé à 1500 pieds et ont accéléré. Ils ont volé au nord d'Amiens, puis ont tourné vers l'est, suivant la route d'Albert à Amiens, directement vers la cible. À 12h01 du matin, la première vague de 6 moustiques menée par le commandant Del Smith s'est approchée de la prison. Le bâtiment était situé le long d'une route droite entourée de hauts murs, parfait pour une attaque de précision à basse altitude. L'aéronef de Smith est entré en premier, bombe larguée à 50 pieds. Les fusées à retardement ont donné aux aéronefs le temps de s'écarter avant la détonation. Les bombes de 500 livres ont frappé le mur extérieur avec une précision parfaite. Des explosions massives ont bréché le mur en 2 endroits. Les 2e et 3e aéronefs de la première vague ont frappé le mur nord. D'autres brèches se sont ouvertes. Les 4e, 5e et 6e aéronefs ont frappé différentes sections, assurant plusieurs itinéraires d'évasion. Le timing était parfait. Le bombardement était conforme au manuel. Et puis le commandant d'El Odal a mené la 2e vague pour frapper la prison. Sa cible était les casernes des gardes et le bâtiment administratif principal. 6 autres moustiques ont plongé vers la prison. Plus de bombes, plus d'explosions. Les quartiers des gardes ont été détruits. Une partie du bâtiment principal s'est effondrée. À l'intérieur de la prison, les explosions avaient ouvert les portes des cellules. Les murs s'étaient effondrés, les débris bloquaient les couloirs, mais les brèches dans les murs extérieurs étaient claires. Les prisonniers ont commencé à courir. Le capitaine de groupe Picard, volant à l'arrière de la formation, a tourné à 500 pieds pour évaluer les dégâts. À travers la fumée et la poussière, il pouvait voir les prisonniers s'échapper par les murs bréchés. La mission avait réussi. Il a signalé à la vague de réserve de rentrer à la maison. La 3e vague n'était pas nécessaire. Puis il s'est tourné vers la maison lui-même. Alors que la moustique de Picard se dirigeait vers l'ouest, un Focke-Wulf 190 de Jagdgeschwader 26 est apparu des nuages. Le pilote allemand, en vol d'entraînement depuis le drôme aérien de Gizeh à proximité, avait été attiré vers le tumulte à Amiens. Il a repéré la moustique de Picard. À basse altitude, volant lentement, la moustique était vulnérable. Le 190 a attaqué. Une rafale de tirs de canon a sectionné la queue de la moustique. L'aéronef s'est écrasé près du village de Sangrasang. Picard et son navigateur, le sous-lieutenant de vol Alan Broadley, ont été tués instantanément. Les villageois français se sont précipités sur le site du crash et ont retiré les corps de l'épave en feu avant l'arrivée des troupes allemandes. Ils ont enterré Picard et Broadley dans le cimetière local avec tous les honneurs. Une moustique avait été perdue en attaquant la cible. L'aéronef du chef d'escadron Makichi a été touché par des tirs anti-aériens près d'Albert. Il a fait un atterrissage forcé. Son navigateur a été tué. Makichi a été capturé. Des chasseurs Hawker Typhoon d'escorte, un a été abattu et le pilote capturé. Un autre a disparu au-dessus de la Manche et n'a jamais été retrouvé. Mais la mission a réussi. Sur 832 prisonniers dans la prison d'Amiens le 18 février, 258 se sont échappés. Parmi eux se trouvaient 79 combattants de la résistance et prisonniers politiques. 12 qui étaient prévus pour l'exécution se sont échappés. L'évasion la plus importante était Raymond Vivant, un chef de la résistance clé. 2 tiers des évadés ont finalement été recapturés, mais la mission a acheté du temps pour les prisonniers les plus importants. Elle a perturbé les opérations de contre-espionnage allemandes et a démontré que les Alliés pouvaient frapper avec précision des cibles au cœur de l'Europe occupée. Le coût était élevé. Picard, l'un des pilotes les plus célèbres de la RAF, était mort. 3 autres membres d'équipage aérien ont été tués, 3 ont été capturés. 102 prisonniers sont morts dans le bombardement, tués soit par les bombes, soit par les gardes pendant le chaos. La controverse sur la question de savoir si l'opération Jéricho était nécessaire se poursuivrait pendant des décennies.
Certains historiens se demandaient si des exécutions de masse étaient réellement prévues. D'autres ont suggéré que la mission servait des objectifs de renseignement qui n'avaient rien à voir avec le sauvetage de prisonniers. Mais pour les équipages qui ont volé ce jour-là, la mission exemplifiait ce que la moustique rendait possible. Les attaques de précision sur des cibles qui auraient nécessité des escadrons de bombardiers lourds et des centaines de membres d'équipage pouvaient être exécutées par une poignée d'aéronefs, pilotés par des équipages d'élite. La précision était extraordinaire. Les brèches dans les murs étaient exactement où elles devaient être. Les dégâts aux bâtiments de la prison étaient graves, mais pas totaux. Si la même mission avait été menée par des B-17 ou des Lancaster, la prison entière aurait été oblitérée avec tous ceux à l'intérieur. Seule la vitesse de la moustique, la précision et les compétences de ses équipages ont rendu l'opération Jéricho possible. Tout au long de 1944, alors que les Alliés se préparaient, puis lançaient l'invasion de la Normandie, les moustiques étaient partout. Ils ont photographié la côte française, documentant les défenses allemandes. Ils ont bombardé les stations radars et les centres de communication. Ils ont marqué les cibles pour les raids de bombardiers lourds. Ils ont volé des missions d'intrus, chassant les chasseurs de nuit allemands sur leurs propres aérodromes. Ils ont attaqué les bâtiments du quartier général allemand avec une précision chirurgicale. Le jour J, 6 juin 1944, les moustiques ont volé au-dessus des plages d'invasion. Ils ont marqué les cibles pour le tir naval. Ils ont attaqué les renforts allemands se déplaçant vers la côte. Et tout au long de la bataille de Normandie, ils ont fourni un appui aérien rapproché, frappant les blindés allemands, l'artillerie et les concentrations de troupes avec des bombes et des roquettes. Les variantes bombardiers-chasseurs, armés de 8 projectiles de roquettes et de leurs canons montés sur le nez, étaient particulièrement efficaces contre les blindés allemands. La salve de roquettes pouvait immobiliser un char. Le canon pouvait déchiqueter les véhicules légers et la vitesse de la moustique lui permettait d'attaquer et de s'échapper avant que les canons antiaériens allemands ne puissent réagir efficacement. Les troupes allemandes en Normandie ont appris à craindre le bruit des moteurs Merlin. Ce rugissement caractéristique et rauque signifiait la mort d'en haut. La moustique pouvait apparaître sans avertissement, frapper avec une précision dévastatrice et disparaître avant que quiconque ne puisse réagir. Les commandants blindés ont signalé que le mouvement de jour était devenu presque impossible dans les zones où les moustiques opérèrent. Les convois devaient se déplacer la nuit, les troupes devaient rester couvertes, les colonnes d'approvisionnement étaient décimées, mais la plus grande contribution de la moustique à la victoire alliée pourrait avoir été son rôle dans la campagne de bombardement stratégique contre l'Allemagne. Bien que non capable de transporter les énormes charges de bombes des Lancaster ou des B-17, la moustique pouvait frapper des cibles que les bombardiers lourds ne pouvaient pas atteindre efficacement. Les cibles de haute valeur dans les zones fortement défendues, les frappes de précision sur des bâtiments spécifiques, les raids de harcèlement conçus pour perturber l'industrie allemande et forcer la population à se réfugier dans les abris antiaériens à plusieurs reprises. À partir de 1943, les escadrons de bombardiers moustiques ont commencé à mener des raids réguliers sur Berlin. Ils voleraient individuellement ou en petits groupes, arrivant à différents moments tout au long de la nuit. Chaque aéronef transportait une bombe de 4000 livres, un blockbuster qui pouvait détruire un pâté de maisons entier. Les raids n'étaient pas conçus pour raser Berlin, ils étaient aussi conçus pour rendre la vie à Berlin insupportable. Les sirènes d'alerte aérienne retentissaient, la population se précipitait dans les abris, les bombes tombaient, le signal d'extinction retentissait, les gens émergeaient. 1 heure plus tard, d'autres moustiques arrivaient, d'autres sirènes, d'autres abris, d'autres bombes. Cela a continué nuit après nuit, semaine après semaine, mois après mois. L'effet psychologique était dévastateur. Les Berlinois passaient plus de temps dans les abris anti-aériens que dans leurs lits. Les ouvriers d'usine étaient épuisés par le manque de sommeil interrompu. La direction nazie, qui avait relocalisé de nombreuses fonctions gouvernementales à Berlin, se trouvait constamment perturbée, et il n'y avait rien que la Luftwaffe ne puisse faire. Les chasseurs de nuit ont essayé désespérément d'intercepter les Raiders moustiques. Des unités spéciales ont été formées spécifiquement pour chasser les moustiques. Le Heinkel 119, un rapide chasseur de nuit bimoteur, a été développé en partie en réponse à la menace de la moustique.
Plus tard dans la guerre, les jets Messerschmitt 262 ont été assignés à l'interception de moustiques, mais le taux de réussite est resté douloureusement faible. Une moustique volant à 30 000 pieds, à 380 tours milles à l'heure, la nuit était presque impossible à intercepter. Même lorsque les chasseurs de nuit établissaient le contact, la moustique pouvait souvent s'échapper. Sa maniabilité était excellente pour un aéronef bimoteur. Son accélération était superbe et ses pilotes, parmi les plus expérimentés de la RAF, connaissaient tous les trucs du métier. Kurt Welter, un as des chasseurs de nuit allemands, a revendiqué 25 moustiques abattus la nuit et 2 autres de jour en volant le Messerschmitt 262. Mais même lui, l'un des pilotes les plus réussis de la Luftwaffe, volant l'intercepteur le plus avancé du monde, a trouvé la chasse aux moustiques frustrante et dangereuse. L'aéronef en bois était difficile à suivre au radar. Il pouvait surpasser son jet s'il ne se positionnait pas parfaitement pour l'attaque, et les équipages de moustiques ne mouraient même pas facilement. Ils se battaient avec compétence et détermination. À la fin de 1944, la Luftwaffe avait effectivement renoncé à arrêter les raids de moustiques sur l'Allemagne. Les ressources nécessaires pour monter des défenses efficaces dépassaient la capacité disponible. Les chasseurs qui auraient pu chasser les moustiques étaient nécessaires pour défendre contre les raids de bombardiers diurnes américains. Les systèmes radars qui auraient déjà pu suivre les moustiques étaient détruits plus vite qu'ils ne pouvaient être remplacés. Le carburant qui aurait pu alimenter plus de tentatives d'interception s'épuisait. La moustique possédait les cieux nocturnes au-dessus de l'Allemagne. Les statistiques des opérations de moustiques en Europe étaient stupéfiantes. À la fin de la guerre, les bombardiers moustiques avaient volé plus de 28 000 sorties et lâché 26 167 tonnes de bombes. Les variantes chasseurs et bombardiers chasseurs moustiques avaient détruit 600 aéronefs allemands dans les combats aériens. Ils avaient abattu plus de 600 bombes volantes, au-dessus de l'Angleterre. Ils avaient détruit des milliers de véhicules, de locomotives et de wagons de chemin de fer dans les opérations d'attaque au sol. Et ils avaient fait tout cela avec un taux de perte bien inférieur à tout autre type de bombardier. La construction en bois de la moustique a joué un rôle important dans sa survivabilité. Les obus de canon qui auraient déchiré un aéronef en métal passaient souvent à travers la structure en bois sans exploser. Le bois absorbait les dégâts de combat d'une manière que le métal ne pouvait pas. Les balles qui frappaient dans les longerons ou les nervures se logeraient dans le bois plutôt que de ricocher à l'intérieur. Même gravement endommagés, les moustiques rentraient souvent à la maison. Il existe des récits de moustiques atterrissant avec des dizaines de trous dans les ailes et le fuselage avec des moteurs fonctionnant à peine, avec les surfaces de contrôle criblées de balles. La structure en bois tenait bon malgré les dégâts qui auraient désintégré les aéronefs en métal. Les chiffres de production racontent une autre histoire sur la raison pour laquelle la moustique était si efficace. De Havilland et ses sous-traitants ont construit 7081 moustiques pendant la guerre. La production a été distribuée dans plusieurs installations. L'usine principale de Havilland à Hatfield a construit la majorité, mais les usines de meubles dans toute l'Angleterre ont construit les principaux composants. La construction en bois a permis une production distribuée qui était moins vulnérable aux bombardements que les usines d'aéronefs en métal centralisé. Standard Motor Company a construit des moustiques, Percival Aircraft les a construites, de Havilland Canada les a construites à Toronto, de Havilland Australia les a construites. La conception était assez simple pour que les entreprises non aéronautiques puissent produire des composants selon des normes exigeantes. La technique de construction était essentiellement du travail du bois de haute qualité, utilisant des compétences largement disponibles. En 1944, la Grande-Bretagne produisait des moustiques plus vite que l'Allemagne ne pouvait produire des chasseurs pour s'y opposer. Et chaque moustique nécessitait moins d'heures de travail à construire qu'un Lancaster, Halifax ou BX-7. L'efficacité était remarquable, mais les chiffres et les statistiques ne capturent pas pleinement ce que la moustique représentait pour les pilotes allemands. L'aéronef est devenu un symbole de la supériorité technologique et de la puissance industrielle alliée. Quand Göring a dit que la moustique le rendait vert d'envie, il ne parlait pas seulement des performances de l'aéronef.
Il reconnaissait que la Grande-Bretagne, malgré les bombardements, malgré le blocus, malgré la lutte pour sa survie, pouvait concevoir et produire en masse un aéronef que l'Allemagne ne pouvait pas égaler. Les ingénieurs allemands ont essayé. Le Focke-Wulf 150, surnommé la moustique par les Allemands, était une tentative directe de copier le concept. Construction en bois, moteur Merlin jumeau, sous licence construit par Daimler-Benz, conception de bombardier haute vitesse. Cela a échoué. Les problèmes de production avec la construction en bois ont entravé le programme. La colle utilisée dans l'assemblage s'est détériorée. Les ailes se sont séparées des fuselages. Les aéronefs se sont écrasés lors des essais. Seule une poignée ont jamais été construits et ils n'ont jamais été utilisés opérationnellement. Le Heinkel 219, bien qu'efficace quand il fonctionnait, a été produit en très petit nombre. Moins de 300 ont été construits pendant toute la guerre. Ils pouvaient parfois attraper les moustiques la nuit, mais il n'y en avait jamais assez pour que cela compte. Le jet Messerschmitt 262 était assez rapide pour intercepter les moustiques, mais il est arrivé trop tard et en trop petit nombre. Au moment où les Messerschmitt 262 étaient opérationnels en nombre significatif, l'Allemagne s'effondrait. Le carburant était rare. Les pilotes étaient inexpérimentés. Les aérodromes étaient envahis. Les jets, qui auraient pu défier la suprématie des moustiques, arrivaient trop peu, trop tard. Dans les derniers mois de la guerre, les moustiques parcouraient l'Allemagne presque à volonté. Ils bombardaient en 2 jours. Ils bombardaient la nuit. Ils photographiaient les cibles pour l'évaluation des dégâts de bombardement. Ils attaquaient les trains, les camions et tout ce qui bougeait. Les canonniers antiaériens allemands tiraient sur eux. Les chasseurs allemands essayaient de les intercepter et les moustiques continuaient à voler, continuaient à bombarder, continuaient à revenir. Après la guerre, les pilotes et commandants allemands ont été interrogés longuement sur les aéronefs alliés. Quand on leur a demandé quel était l'aéronef le plus difficile à contrer, beaucoup ont mentionné la moustique. Le général feldmaréchal Erhard Milch, secrétaire d'État du ministère de l'Aviation du Reich, a déclaré après la guerre que la moustique était l'aéronef le plus polyvalent produit par n'importe quelle nation pendant la guerre. Il a reconnu que l'Allemagne n'avait pas d'équivalent et n'aurait pas pu en produire un, même s'ils avaient copié la conception exactement. Les pilotes d'essai allemands qui ont piloté des moustiques capturés après la guerre ont été enthousiastes dans leurs éloges. La maniabilité était délicieuse. Les performances, c'était exceptionnel. La visibilité était excellente. La construction, bien qu'inconventionnelle, était de la plus haute qualité. Un pilote allemand a dit que piloter une moustique était comme conduire une voiture de sport après des années de conduite de camion. Mais peut-être que l'évaluation la plus révélatrice provenait d'Adolf Galland, le général de l'arme de chasse de la Luftwaffe. Dans ses mémoires d'après-guerre, le premier et le dernier, Galland a consacré une attention importante à la moustique. Il a écrit que la moustique était l'aéronef qu'il craignait le plus de rencontrer pendant la guerre. Non pas parce qu'il était lourdement armé, non pas parce qu'il était particulièrement maniable au combat, mais parce qu'il était impossible à arrêter. Vous ne pouviez pas l'attraper, vous ne pouviez pas le descendre de manière fiable, vous ne pouviez pas l'empêcher de compléter sa mission, la vitesse, l'altitude, la construction, la polyvalence. C'était l'aéronef parfait pour la campagne de bombardement stratégique. Il a admis que les chasseurs allemands pouvaient occasionnellement abattre des moustiques. Un coup de chance, une défaillance mécanique, une erreur de navigation qui amenait l'aéronef à portée. Mais la défense systématique contre les opérations de moustiques était impossible avec les ressources disponibles pour la Luftwaffe. Les mathématiques ne fonctionnaient pas. L'écart de performance était trop grand, le tempo opérationnel était trop élevé. Pour chaque moustique abattu, 10 autres complétaient leur mission. Pour chaque raid qui était intercepté avec succès, 20 n'étaient pas contestés. Le Mosquito a prouvé que l'idée radicale de Jeffrey de Havilland était correcte. Un bombardier rapide et désarmé pouvait survivre par la seule vitesse. Les experts du ministère de l'Air qui ont rejeté le concept avaient tort. La sagesse conventionnelle concernant l'armement défensif était dépassée. En 1939, la plupart des experts croyaient que les bombardiers n'avaient besoin de canons pour survivre. En 1945, le Mosquito avait prouvé que la vitesse était une meilleure défense que n'importe quelle tourelle de mitrailleuse.
Les leçons apprises du Mosquito ont influencé la conception des aéronefs d'après-guerre. Le English Electric Canberra, le premier bombardier à réaction britannique, a été conçu comme un bombardier haute vitesse sans armement défensif. Il s'appuierait sur la vitesse et l'altitude, tout comme le Mosquito. Le Canberra a eu tellement de succès que les États-Unis l'ont autorisé sous le nom de Martin B-57. Le concept de l'avion de reconnaissance rapide pionnier du Mosquito a mené directement à des aéronefs comme le Lockheed U-2 et le SR-71. Ces aéronefs ont poussé la philosophie du Mosquito à son extrême logique, voler si haut et si vite que l'interception est impossible. Le Mosquito a également démontré la valeur des aéronefs polyvalents. Les chasseurs bombardiers modernes comme le F-15 U-Strike Eagle et le F-18 Super Hornet doivent une dette conceptuelle à la capacité du Mosquito à accomplir plusieurs missions avec la même efficacité. La merveille de bois a prouvé qu'une bonne conception d'aéronef pouvait faire le travail de 3 ou 4 conceptions spécialisées. Mais au-delà de son héritage technique, le Mosquito représentait quelque chose d'important sur la nature de la guerre et de l'innovation. L'aéronef qui n'aurait presque pas été construit, qui a été rejeté par les experts, qui violait la sagesse conventionnelle, est devenu l'un des aéronefs les plus réussis de la guerre. Parfois, l'innovation nécessite de rejeter la sagesse acceptée. Parfois, l'idée radicale est la bonne idée. Parfois, il faut construire l'aéronef que tout le monde dit impossible et les prouver faux par la performance. Le Mosquito l'a fait. Il a volé plus haut, plus vite et plus loin que quiconque ne le pensait possible pour un aéronef en bois. Il a survécu alors que tout le monde disait qu'il serait abattu. Il a réussi dans des rôles que les concepteurs n'avaient jamais imaginés quand ils l'ont d'abord esquissé sur les planches à dessin en 1939. Aujourd'hui, seulement une poignée de Mosquito existe encore. La plupart ont été mis à la ferraille après la guerre. La construction en bois qui les rendait faciles à construire signifiait qu'ils étaient aussi faciles à détruire. Le bois pourrit, la colle échoue. Les aéronefs qui ont survécu au combat n'ont souvent pas survécu à la négligence en temps de paix. Mais les quelques-uns qui restent à préserver dans les musées et entretenus par des passionnés dévoués inspirent toujours l'admiration. Les lignes épurées, les 2 Merlins, la structure en bois qui a d'une manière ou d'une autre tenu bon lors de combats qui auraient détruit des aéronefs en métal. Au musée de la Royal Air Force à Londres, un Mosquito se trouve dans la salle de la bataille d'Angleterre. Des milliers de visiteurs le voient chaque année. La plupart ne connaissent pas l'histoire complète. Ils ne savent pas que les experts ont dit que cela ne fonctionnerait jamais. Ils ne savent pas que les pilotes allemands ne pouvaient pas l'attraper. Ils ne savent pas que les missions sur Berlin, les raids de précision, les tentatives désespérées de l'intercepter. Ils voient un bel aéronef aux ailes en bois et se demandent comment quelque chose d'apparence si fragile pouvait être si efficace. Mais pour ceux qui l'ont piloté, ceux qui l'ont entretenu et ceux qui ont essayé désespérément de l'abattre, le Mosquito était tout sauf fragile. C'était une arme qui a changé la guerre aérienne, une machine qui a prouvé que la vitesse et l'altitude pouvaient y vaincre la puissance de feu et l'armure. Un aéronef qui a rendu le chef de la Luftwaffe vert d'envie. Le 20 septembre 1941, le chef d'escadron Bert Clark a piloté la première mission opérationnelle du Mosquito sur la France. 3 chasseurs allemands ont essayé de l'intercepter, il s'est simplement éloigné d'eux. Ce schéma se répéterait des milliers de fois au cours des 4 années suivantes. Les chasseurs allemands décollaient. Ils montaient désespérément vers le contact. Ils regardaient le Mosquito s'éloigner sans effort et ils retournaient à la base, frustrés, en colère et envieux de la machine qu'ils ne pouvaient pas attraper. Le Mosquito a été construit en bois, propulsé par des moteurs conçus avant la guerre et armé d'armes que certains experts considéraient comme inadéquates. Pourtant, il est devenu l'aéronef que la Luftwaffe craignait le plus, car il représentait une vérité qu'aucune quantité de brillance tactique ne pouvait surmonter. Dans la guerre moderne, le côté qui peut frapper en toute impunité gagne. Le côté qui peut atteindre n'importe quelle cible à n'importe quel moment, sans être arrêté, contrôle l'espace de bataille. Le Mosquito a donné aux Alliés cette capacité. Et une fois que la Luftwaffe a réalisé qu'elle ne pouvait pas l'attraper, ne pouvait pas l'arrêter, ne pouvait pas le contrer efficacement, la victoire psychologique était aussi importante que n'importe quel succès tactique.
Le jour où la Luftwaffe a rencontré le Mosquito a été le jour où elle a réalisé que la guerre était perdue. Ils ne le savaient simplement pas.